Bien, on va pouvoir démarrer si vous êtes prêts. Oui, Alors, bonsoir, Monsieur Milovanovic. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Alors, pour les personnes qui ne le savent pas, vous êtes le co-commissaire avec Alexandre Maral de l'exposition qui vient d'ouvrir ses portes au château de Versailles sur les animaux du roi. Donc, par ailleurs, vous êtes également conservateur en chef au musée du Louvre depuis 2012, chargé des peintures françaises du XVIIe siècle et des icônes grecques et russes. Vous êtes un ancien du château, vous avez passé beaucoup de temps au château, 11 années, si je ne me trompe pas, comme absolument. conservateur voilà, au château de Versailles, et vous avez été commissaire notamment de l'exposition Louis XIV, L'homme et le roi, qui s'est tenue au château fin 2009, début 2010. Et durant cette période, vous avez donc notamment publié des ouvrages, Les grands appartements de Versailles sous Louis XIV, le catalogue des décors peints, et également un ouvrage destiné au jeune public, Comment parler du château de Versailles aux enfants. Vous enseignez également à l'école du Louvre l'art du XVIIe siècle et la peinture française. Alors, le sujet qui nous réunit ce soir est en lien avec l'exposition Les animaux du roi. Alors, vous êtes depuis longtemps intéressé à cette existence moins connue du grand public qui était celle des animaux de compagnie à Versailles. C'est un sujet qui semble vous animer en tout cas depuis longtemps puisque vous avez en 2012 déjà publié un ouvrage sur le sujet, La princesse Palatine, protectrice des animaux. Donc, c'est le sujet qui nous amène ce soir. En tout cas, on a vraiment hâte de vous entendre et voilà, de découvrir tout cet univers que peu d'entre nous connaissent. Voilà, je vous laisse la parole. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, mais écoutez, j'espère que vous voyez l'écran, vous voyez les images, c'est parfait. Donc on va commencer. On va commencer et donc voilà, c'est l'ouvrage dont vous parliez il y a un instant qui est à gauche, dont je suis très fier, que j'ai publié dans mes dernières années versaillaises avant de rejoindre le Louvre. Ces 11 années à Versailles étaient, je le dis, un vrai bonheur. C'est un lieu magique. Je suis certain que tous vous en êtes convaincus. Moi, avoir eu le privilège de passer autant de temps à Versailles a été une phase merveilleuse de ma vie. À chaque fois que j'y retourne, j'ai l'occasion d'y retourner pour l'exposition, vous voyez sur la partie droite de l'écran, eh bien, c'est un bonheur. Donc l'ouvrage à gauche, vous pouvez toujours vous le procurer, il est de 2012, mais voilà, il a eu un prix de l'Académie française, vous pouvez le lire, le prix Jacques Lacroix. J'avais l'immense honneur d'être aussi sous la coupole de l'Académie. C'était, vous l'imaginez, une émotion incroyable. Alors, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, et je vais faire le lien évidemment avec l'exposition, car elle est là jusqu'à février, mais c'est une personne qui me tient très à cœur de faire cet ouvrage et qui, d'une manière générale, est un personnage absolument fascinant, fascinant, peut-être le plus attachant, le plus touchant des personnages versaillais, qui est Élisabeth Charlotte d'Orléans, donc la princesse Palatine, qui vient Palatina du Rhin, et qui a été l'épouse de Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV, et qui surtout, et on va en parler, a été épistolière, donc une écrivaine, donc quelqu'un d'un esprit extrêmement aiguisé, pleine d'humour, donc un talent infini et une personnalité vraiment, sincèrement, extraordinairement attachante. Alors je vous la montre. Très jeune, là elle a 16 ans environ, c'est 3 ans avant qu'elle devienne l'épouse de Philippe d'Orléans. Elle est née à Heidelberg, son père est Charles Louis des Palatinat, donc elle est une grande tradition allemande, c'est la famille des Wittelsbach. Elle est protestante de religion et voilà, elle a déjà, vous le voyez, la passion des animaux, parce que qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau qui est au musée de Eickenzel, donc en Allemagne, donc qui est présenté dans l'exposition. Je vous ai dit, je vais en permanence, pendant cette conférence, faire le lien entre ce que je vous raconte, c'est une personnalité exceptionnelle. Mais pour moi, c'est une idole. C'est vraiment, je ne vais pas dire que je suis tombé amoureux d'elle, mais néanmoins, je la trouve absolument fascinante et très,
on va dire, pas reconnue à la valeur. Elle a pas, je pense qu'elle n'est pas reconnue autant qu'elle le mérite. Donc néanmoins, je voulais vous montrer la princesse Palatine toute jeune. Oui, c'est quand même une jeune fille très belle. Donc tableau qui est au musée Eichenzel en Allemagne, qui est présenté dans l'exposition, donc que vous pouvez admirer. Il faut le faire parce que c'est voilà, Eichenzel, c'est pas tout près, c'est pas accessible, donc il faut profiter que le tableau est ici à Versailles et qui montre la princesse toute jeune, donc avant qu'elle devienne l'épouse de Philippe d'Orléans. Elle a 16 ans environ, elle a environ 16 ans, et elle est déjà, vous voyez, elle a déjà un amour des animaux. Donc elle est en train de caresser un petit épagnol nain, il va beaucoup parler de ces petites races de chiens, et voilà, une beauté, quelqu'un, et vous allez voir, sa vie versaillaise va être difficile, et donc il va changer d'aspect, on le verra, mais ce tableau de Jean-Baptiste Ruel est vraiment important pour donner l'image d'une princesse allemande qui est sur le point, dans quelques années, de s'installer au château de Versailles. Alors, je vous montre quelques détails. Ça, c'est le tableau, bon, un peu flou, mais dans l'exposition, plutôt que j'ai fait moi-même. Voilà le détail de la main, je le trouve très touchante, qui caresse le petit chien. Comme ça, vous la voyez en gros plan. Et voici son mari, donc Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV, c'est un tableau qui est conservé au musée de Bordeaux, au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, qui montre Philippe d'Orléans voilà, en tenue d'apparat. Évidemment, il est le frère du roi. C'est un tableau sur Internet, il y a beaucoup de bêtises qui sont écrites. En fait, c'est de manière certaine une œuvre de Louis-Ferdinand L. l'Ancien, mais une des très belles versions, une très belle image de Philippe d'Orléans. Et donc, il va y avoir ce mariage. Alors, ce mariage en 1671 qui fait rentrer la princesse Palatine à la cour de France. Et ça va être compliqué pour elle. Ça va être compliqué pour elle. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous le savez peut-être, vous ne le savez pas, mais Philippe d'Orléans aime tous les garçons. Voilà, et donc du coup, pour la princesse Palatine, c'est un peu difficile. Et il faut néanmoins donner il faut avoir une progéniture, c'est quand même très important du point de vue dynastique français, qu'il y ait des enfants de ce couple. Et la princesse Palatine nous raconte, donc vous allez comprendre qu'elle est une grande épistolière. Donc, finalement, son talent est un talent d'écriture à côté de sa personnalité. Et dans ce qu'elle écrit, elle raconte absolument tout, avec une grande liberté de plume, avec un humour, avec beaucoup de talent d'ailleurs, parce qu'il y a un vrai talent d'écriture chez la princesse Palatine. Et alors, ce qu'elle écrit sur ses premiers temps avec Philippe d'Orléans, c'est la difficulté de donner les héritiers qu'on attend. Donc, je vous le cite, elle dit « Monsieur, d'Orléans, m'a fait rire », donc elle est madame, hein, selon l'étiquette, « Monsieur m'a fait rire, de bon cœur, une fois, il apportait toujours au lit un chapelet, il pendait une quantité de médailles qui lui servaient à faire ses prières avant de dormir. » Apparemment, ça ne servait pas qu'à ça, puisqu'elle continue en écrivant que quand cela était fini, j'entendais un gros fracas causé par les médailles, comme s'il les promenait sous les couvertures. Je lui dis « Dieu me pardonne, mais je soupçonne que vous faites promener vos reliques dans un pays qui leur est inconnu. » Et monsieur répond « Taisez-vous, dormez, vous ne savez pas ce que vous dites. » Une nuit, dit la princesse Palatine, je me levais doucement, je plaçais la lumière de manière à éclairer le lit, et au moment où il promenait ses médailles sous la couverture, je le saisis par le bras et lui dis en riant « Pour le coup, vous ne seriez plus nié. » Et monsieur se mit à rire et dit « Vous qui avez été huguenote, donc elle était protestante avant de se convertir pour le mariage, vous ne savez pas le pouvoir des images de la Vierge. Elles garantissent de tout mal les parties qu'on en frotte. » Vous voyez comment eh bien, Philippe d'Orléans et la princesse Palatine arrivaient à obtenir cette progéniture. Et
elle a été d'ailleurs assez indulgente, hein, il faut le dire. Elle a compris l'amour de son époux pour les garçons, et elle dit, pour ce qui est de monsieur, j'ai beau faire de mon mieux pour le persuader que je ne veux pas le troubler dans ses divertissements et son amour des hommes. Il croit toujours que je veux l'empêcher de donner tout son bien à ses galants. Et elle ajoute, j'ai obéi à feu monsieur après sa mort, hein, il meurt en 1701, en ne l'importunant plus de mes embarrassements, et j'ai vécu avec lui avec beaucoup de respect et de soumission. C'est-à-dire qu'elle accepte finalement voilà, cette union un peu difficile pour elle, mais elle donne 3 héritiers. Il y a 3 enfants qui naissent de leur union. Donc Philippe d'Orléans, le futur régent, un enfant qui meurt en bas âge, et puis une fille, Élisabeth Charlotte, qui épousera, on va en reparler, le duc de Lorraine, Léopold Ier de Lorraine. Néanmoins, là, une dernière chose que je voulais citer sur cette union avec, vous voyez, un peu hors norme, hein, aujourd'hui, c'est quelque chose qui évidemment nous paraît étrange. Des années plus tard, vous imaginez qu'il ne se passe plus rien dans le couple, elle écrit, parce qu'elle écrit vraiment tous les jours, elle écrit en permanence, elle écrit, je trouve ça très touchant, si l'on peut recouvrer sa virginité après n'avoir pas, pendant 19 ans, couché avec son mari, pour sûr, je suis redevenue vierge. Vous voyez la situation de la princesse Palatine avec son mari, avec qui néanmoins elle s'entend, et ça donne déjà finalement le contexte pas facile de son arrivée à la cour de France. Alors voilà, voici des années plus tard, hein, bien des années plus tard, on est en 1713, Philippe d'Orléans est mort en 1701, elle obtient un portrait officiel par Hyacinthe Rigaud, et à Versailles, évidemment, Hyacinthe Rigaud, ça a été la dernière exposition, hein, merveilleuse, malheureusement un peu contrainte par le coronavirus, et on a vu tous les chefs-d'œuvre, et notamment ce tableau qui est à Berlin, qui est le grand tableau, le grand portrait de la princesse Palatine en 1713. Et on voit qu'évidemment, elle a pris de l'embonpoint. Et là aussi, ce qui est très amusant, je vous montre. Alors, ça, c'est la version de Versailles qui est finalement dérivée, parce qu'à Versailles, on a une réplique partiellement autographe d'après le portrait original de Berlin. Là, je vous montre de nouveau le portrait de Berlin et un détail. Donc, on voit que voilà, il a pris de l'embonpoint et elle s'en amuse. C'est encore pour mettre en évidence cet humour de la princesse Palatine. Elle écrit en 1698, donc c'est, vous voyez, quelques années avant ce portrait par Rigaud, elle écrit « J'ai toujours été laide et je le suis devenue encore plus depuis la variole. Ma taille est de plus d'une grosseur monstrueuse, Je suis carré comme un dé. Ma peau est d'un rouge tacheté de jaune et je commence à grisonner. Et mes cheveux sont de poivre et sel. Mon front et mes yeux tout ridés, mon nez toujours aussi de travers, mais très bordé par la variole, ainsi que mes 2 joues. » Et elle persiste dans cette description l'année suivante, dans une autre lettre. Elle écrit « Ma graisse est mal placée, de sorte qu'elle me va mal. J'ai, sauf votre respect, son interlocutrice, Sophie de Hanovre, un derrière effroyable, un ventre, des hanches et des épaules énormes, la gorge et la poitrine très plates. À vrai dire, je suis une figure affreuse, mais j'ai le bonheur de ne pas m'en soucier, car je ne souhaite pas que quelqu'un tombe amoureux de moi. » Donc on voit vraiment dans ces lettres, vous voyez, je vous ai dit, pleines d'humour, et puis tellement bien écrite de la princesse, le regard qu'elle porte sur elle-même, qui est un regard très lucide et très drôle, et ça, je voudrais un peu poser le personnage dans ces débuts de conférence. Après, elle a eu ses 3 enfants, donc le régent Philippe d'Orléans. C'est un tableau qui aurait dû être dans l'exposition, mais vous ne le verrez pas. C'est un de nos ratés, un des rares ratés, puisque finalement, on n'a pas eu la place de le mettre. On espérait le mettre dans le couloir qui conduit en fait à la fin de l'exposition. On a les portraits des princes avec leurs animaux familiers.
puis aussi le portrait du chat brillant, peut-être 2014. Et on n'a pas pu le mettre, donc il est dans le catalogue. Vous voyez ce tableau dans le catalogue, mais pas dans l'exposition. Et donc, c'est son fils, Philippe d'Orléans, devenu régent du royaume. Donc, avec toujours, vous voyez, un chien dans la partie basse. L'amour des animaux, elle l'a très certainement transmis à son fils. Et sa fille, elle, a épousé, vous voyez, alors, Léopold Ier de Lorraine, et ça, c'est l'enfant de cette union. Donc, le petit-fils de la princesse Palatine, qui va devenir empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc, c'est pas rien, quand même. Hein, vous voyez. Et il est aussi dans l'exposition, c'est un doute l'admirer dans l'exposition, et parce qu'il est au milieu de deux animaux, un petit chien et un petit singe vert. Vous voyez, l'amour des animaux, ça, vous l'avez compris, essentiel chez la princesse, mais elle a transmis à sa descendance. Alors, où est ce tableau? Dans une salle merveilleuse, donc, qui est celle qui évoque le goût des arts décoratifs du XVIIIe siècle. Vous voyez, cette partie centrale, c'est séduisant. Donc, on est en plein XVIIIe, mais on a aussi quelques portraits, vous le voyez sur le côté, et le portrait, il est demi-coupé, il est sur la partie gauche. Donc, ne le manquez pas, évidemment, cette conférence est en lien, je vous dis, avec l'exposition, et j'espère ceux qui l'ont vu, les inciter à y retourner, et ceux qui ne l'ont pas vu, de les convaincre d'aller là-bas. Alors, elle est très libre dans ses lettres. Vous avez compris que la correspondance est absolument essentielle. Et dans ses lettres, elle en a écrit, on estime, alors les estimations sont incertaines, mais on estime qu'elle a écrit 40, 50, peut-être 60 000 lettres pendant sa vie. C'est quand même extraordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'elle a écrit des encyclopédies entières. De ces, on va dire, 40 000, qui me semble l'estimation la plus raisonnable, il en reste 8 000. Donc, il y a quand même 8 000 lettres conservées de la princesse Palatine, dont une grande partie est inédite. Donc, vous voyez, là, il y a une recherche, il y a des publications à faire, essentiellement des lettres allemandes, 7 000 sur les 8 000, 1 000 lettres françaises, car elle maîtrisait à merveille les deux langues. Et qu'est-ce qu'elle écrit dans ses correspondances? Eh bien, elle écrit, on va dire, avec une grande liberté. Elle sait du coup que ces lettres sont ouvertes par la censure. Quand même, elle est l'épouse de monsieur, elle est madame, elle est la belle-sœur du roi. Donc évidemment, ce qu'elle écrit dans ses lettres a une valeur politique. Et donc les lettres sont systématiquement ouvertes et elle le sait. Et elles sont lues. Et donc elle le dit dans une des lettres, je vous la cite, eh bien, ces choses à ne pas confier au papier attendu que je sais parfaitement qu'on ouvre et qu'on lit mes lettres. À la poste, ils me le font, ainsi qu'à vous l'honneur de les refermer très subtilement. Mais pour la bonne Madame la Dauphine, on lui envoie souvent les siennes dans un état incroyable et déchiré par en haut. Vous voyez, c'est assez amusant la censure sur cette correspondance très libre de la princesse Palatine. Alors pourquoi cette censure? Car elle a une liberté de parole absolument incroyable. Hein. Elle admire Louis XIV. Une admiration, on peut comprendre, un personnage absolument fascinant, notre grand roi de France, un de nos très grands rois de France, il y en a d'autres, mais néanmoins, on peut admirer Louis XIV. Et donc, vous savez comment elle l'appelle le grand homme ou Jupiter. Ça nous rappelle quelqu'un. La duchesse de Bourgogne est la jeune plante, et Madame de Maintenon, qu'elle déteste, et qu'elle va le détester encore plus après le mariage secret, morganatique, avec Louis XIV en 1783. Elle va la qualifier de dame toute puissante, de pantocrate, ou encore moins aimablement, de vieille mégère, de vieille ratatinée, de vieille ripopée, ou même de vieille ordure, pour l'épouse du roi Soleil. C'est quand même arrivé à oser écrire cela, alors qu'on sait que ces lettres sont ouvertes et lues et éventuellement rapportées au roi. Mais elle s'en moque. Sa liberté de parole, elle y tient. Et les animaux, alors puisqu'on est là à parler d'animaux, interviennent dans cette, comment dire, dans ces images très belles qu'elle est caricaturales et libres qu'elle donne du personnage de la cour. Le comte de Toulouse, fils légitimé de Louis XIV, est qualifié de crotte de souris. Le ministre Torcy est un crapaud et la duchesse du Maine une petite crapaudine.
Donc, vous voyez qu'elle a cette liberté de langage, cet humour. Et comment va se passer sa vie à Versailles? Comment va se passer son rapport aux animaux? Parce que c'est le sujet qui nous intéresse. Elle va être tenue d'assister à la chasse. La chasse, c'est un rituel monarchique et c'est quelque chose qui est important dans l'exposition. Les animaux du roi, on consacre une salle entière, et je vais vous la montrer, au thème de la chasse. Et à la demande de Louis XIV, elle doit participer à toutes les chasses. Elle dit que ça lui convient. Elle demeure passionnée de chasse toute sa vie. Elle considérait que cet exercice était salutaire, car pour la santé, hein, elle écrit, donc je la cite de nouveau, « Je fais de très belles chasses qui me font du bien. On me purge de la ville comme une médecine. » Donc, vous voyez, pour elle, la chasse est une médecine. Ou, je la cite de nouveau, « J'ai pris une bonne médecine aujourd'hui. J'appelle ainsi d'avoir couru 2 cerfs bout à bout, car cela me fait du bien à la santé. Quand je dis que j'ai couru le cerf, cela s'entend en calèche, car depuis la mort de monsieur, donc 1701, je n'ai point monté à cheval. » Ce qui veut dire que, comme Louis XIV, d'ailleurs, dans ces années-là, elle ne chasse pas à cheval, elle chasse en calèche. Et là, on a des images. Je crois que je vais revenir. Voilà. Ça, c'est la calèche de Louis XIV. C'est un tableau qui est au Château de Fontainebleau, qui montre Louis XIV, vous voyez à droite, chassant en calèche. Vous voyez. Et la princesse Palatine fait de même. On va dire. Et ce qu'on voit par ailleurs, donc ça je vous le montre, cette immense salle donc, que j'ai évoquée, qui traite du rituel monarchique de la chasse. Et on a essayé d'y planter une forêt pour la beauté, pour la scénographie, et où on voit les chasses de Louis XV ici, où on voit les chasses exotiques près des portes. Une autre vision qui, voilà, peut vous donner, ceux qui n'ont pas vu à quoi ça ressemble. Voilà les chasses de Louis XV, parodrie, ici au Gobelin. Voilà les trophées. On chasse ces cerfs. Et lorsque les bois des cerfs sont bizarres, on les peint. On note à quel moment ils ont été pris. Donc, une salle assez spectaculaire, je trouve, dans l'exposition. Et là, c'est les peintures sur porcelaine de Dodin, qui adaptent les chasses de Louis XVI de Louis XV à Louis XVI. Donc, c'est vraiment tout l'univers de la chasse. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais vraiment les étapes, la chasse à courre, la chasse au tir, les animaux chassés, les différentes étapes de la chasse, tout ça est raconté. Et évidemment, la princesse participe à tout cela. Alors, on peut dire... alors, oui, ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que dans sa calèche, qu'est-ce qu'il y a dans sa calèche? Louis XIV, bon, il y a ses fusils, quand il s'agit de chasse au tir, etc. Enfin, fondamentalement, il n'y a pas grand-chose. Chez la princesse Palatine, il y a des choses. Il y a ses chiens, puisque ça va devenir une passionnée de chiens. Et elle le dit elle-même dans sa calèche, hein, je la cite, « Je dois encore dire que quand nous avons fait hier la culbute, c'est-à-dire qu'elle est tombée lors de la chasse, elle s'est renversée, j'avais 7 chiens dans mon carrosse. » Donc il y a 7 chiens qui sont avec elle dans le carrosse que vous avez vu de Louis XIV. Elle en a un semblable, et il faut imaginer qu'il y a 7 chiens qui rentrent dedans. Aucun d'eux n'a eu de moindre mal, donc elle rassure, ce qui paraît un miracle. Et comme sa correspondante n'arrive pas à croire qu'on peut mettre 7 chiens quand même dans un carrosse au cours d'une chasse, elle précise, les chiens ne tiennent quasi point de place dans un carrosse, ils ne sont pas bien grands. Alors c'est là où on va rentrer dans le détail des chiens qui intéressent la princesse Palatine. Eh bien là, ce que je vous montre, c'est les chiens de Louis XIV. Il y a un peu des braques, très proches des braques actuelles, et vous voyez que c'est des chiens couchants, de grand format, qui accompagnent le roi les nourrit de sa main, il les loge dans son appartement intérieur, comme il y a le billard, il a enlevé le billard, il met les niches des chiens, et il les connaît, il demande à Desportes, qui est l'auteur de ce tableau, de les peindre, et il adore ces tableaux, il les met dans ses petits appartements, pas loin de la Joconde, hein, vous imaginez, hein, on n'hésitait pas à mettre un tableau comme celui-ci, qu'on n'estime pas malheureusement à sa juste valeur. Eh bien, en tout cas, Louis XIV le faisait et le mettait non loin de Raphaël, de Guido-Reni et de la Joconde. Et à la différence de Louis XIV, la princesse Palatine aime les petits chiens. Voilà le genre de petits chiens qu'elle aime, qui sont essentiellement des épagnols nains.
C'est la race qui va devenir... elle était déjà dominante à Versailles, mais la princesse Palatine, qui les adore, va chanter leur louange. Chanter leur louange, car elle vit... en fait, elle se fait vraiment l'avocate de cette race de chiens, les Épagnolins, qui sont concurrencés par d'autres races, notamment les bichons bolonais, parce qu'ils viennent de Bologne, et qu'elle n'aime pas. La princesse Palatine, donc, je la cite de nouveau, vous avez compris que j'aime bien citer sa prose, je vais le faire lors de cette conférence. En juillet 95, elle écrit « Je n'aime pas les Bolonais, les chiens bolonais, je les trouve trop délicats. Je leur préfère de beaucoup les Épagnols français. Outre la délicatesse du tempérament, c'est probablement leur museau aplati qui déplaisait à la princesse. » Donc ça, c'est moi qui commente, puisque c'est des chiens dont le museau est vraiment très aplati, les bichons bolonais. Je vais vous en montrer un dans un instant. Et là, je recite la princesse qui écrit « À mon gré, la mode d'Angleterre n'est pas belle non plus. » Alors, c'est quoi la mode d'Angleterre? Cela ressemble à des petits chiens de Bologne. Donc, en fait, c'est proche des bichons bolonais. Il est probable que, à ce moment-là, la princesse faisait allusion aux carlins. On parlait, je vais vous montrer les carlins. Et dont le museau est tout plat, comme les petits chiens de Bologne. Ils avaient été introduits à la cour d'Angleterre après la Révolution, la glorieuse Révolution des Anglais de 1688. Ils ont chassé des Espagnols, mais qui sont les Espagnols anglais, les King Charles. Hein. Vous voyez, il y a vraiment une rivalité des espèces. Alors, c'est intéressant de voir à quoi tout cela ressemble. Donc, notre petit chien que je vous ai montré, qui est une de nos icônes, parce qu'il apparaît à plusieurs reprises dans l'exposition. On l'a mis dans une perspective ici, avec un tableau au-dessus. Ici, c'est Boulle, Peter Boulle, ici, c'est Bernard, mais c'est le même petit chien. Vous avez vu le gros plan. Voilà une vue plus rapprochée. Voilà un épagnol nain tel que les aimait la princesse entre les mains de qui? Henriette d'Angleterre, qui était l'épouse précédente de monsieur, de Philippe d'Orléans, qui est morte tragiquement en 1670. Et tout le monde je pense que vous connaissez le sermon, l'oraison funèbre de Bossuet, qui dit « Madame se meurt, Madame est morte ». Donc la Madame, c'était Henriette d'Angleterre, qui a précédé la princesse Palatine. Et vous voyez qu'elle aussi était amatrice de petits épagnols qu'elle décorait avec ses rubans, sorte de boucles d'oreilles. Voilà le gros plan. Vous voyez les animaux, ces petits chiens, tout petits, espèces naines qui plaisaient à la princesse. Et voici ce qu'elle n'aime pas, ces bichons bolonais. Ce n'est pas exactement un bichon bolonais, c'est dérivé, c'est ce qu'on appelait un petit chien lion. C'est un bichon bolonais avec une sorte de crinière. Et c'est un portrait de Marie-Zéphirine qui est conservé au musée des Offices à Florence, qui est aussi dans l'exposition. Donc là, il y a aussi, comme tous les tableaux que je vous ai montrés, vous pouvez le voir actuellement. Eh bien, voilà ce qu'elle n'aime pas. Elle trouve que c'est disgracieux. C'est son goût, hein, c'est sa préférence. Et puis les carlins, dont on a parlé, voilà, ces chiens-là, vous voyez, au museau très plat, avec ce masque noir, hein, elle le décrit, hein, je la cite de nouveau. Les carlins, alors il faut savoir qu'ils sont originaires de Chine. Ils ont une face noire qui est appelée masque, en référence au masque noir que portait l'acteur italien Carlo Bertinazzi, du Carlino, d'où le nom de Carlin. Et à propos des Carlins, la princesse écrit, c'est en 1702, je la cite, les Carlins sont d'ordinaire très fidèles, mais je préfère les Épagnols. Tous mes chiens sont des Épagnols d'une même souche. Et elle ajoute, lorsqu'on connaît bien ces bonnes gens, les Espagnols, français, on ne peut s'empêcher de les aimer, car il n'y a en eux aucune fausseté. Leur amitié est sûre, sincère et fidèle. Je l'ai trouvée dans toute la France une meilleure race que celle-ci. Voilà pourquoi je l'aime tant. Et donc, on a véritablement une préférence qui aussi témoigne de la rivalité des races canines à la cour de Versailles. Alors, une dernière chose sur les races, c'est une rivalité des races et des races à la mode. Et une des races qui est le plus à la mode, ce sont les harlequins. Alors ça n'existe plus aujourd'hui. C'est des petits Danois, c'est-à-dire des Danois qui sont ces chiens
scandinave, assez imposant, eh bien, mais la forme naine, avec des pelages tachetés, ça, c'était prisé par toutes les courses européennes et la princesse Palatine en fait pas le commerce, mais elle les vend et elle les propose aux différentes cours européennes, à la cour de Florence, à la cour de sa tante Sophie de Hanovre. Et alors là, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de sa correspondance, parce qu'il y a des pages assez extraordinaires où elle fait l'éloge de ses chiens et où elle permet finalement d'avoir ce réseau de distribution de chiens de race très à la mode. Ça, c'est un tableau qui est aussi dans l'exposition, qui est un tableau d'Oudry, qui est conservé au musée des arts décoratifs et qui montre voilà, à quoi ressemble un arlequin, une espèce qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, on ne peut la voir que dans les tableaux. Elle est aussi dans cette salle merveilleuse sur les arts décoratifs, vous la voyez à droite. Je vous montre quelques détails pour que vous soyez enchantés par les harlequins qu'aimait tant la princesse Palatine. Voilà en gros plan. Très mignon comme chien, voilà, très touchant. Vous voyez, on comprend qu'elle aimait ça. Ça rappelle un peu les pagnolins qu'on a montré tout à l'heure. Et puis alors, ces chiens, alors c'est ce qui nous manque dans l'exposition. On n'a pas les petits objets qui accompagnaient ces chiens, c'est-à-dire des petits colliers. Il y a un seul élément qui conserve au musée de Landinet, qui est présent dans l'exposition, qui est, vous voyez, ce petit bout de métal où il est inscrit « Je suis au roi ». Voilà le type de collier qu'avaient ces chiens, donc ceux du roi évidemment, en l'occurrence, mais ceux de la princesse Palatine. On retrouve ça d'une manière différente chez Madame de Pompadour au siècle suivant, au XVIIIe, où on avait des colliers à grelots, très intéressant. Et on voit aussi, c'est une gravure commandée par Madame de Pompadour d'un de ses espagnols préférés, qui s'appelait Mimi, vous voyez, ici c'est inscrit, qui est une allégorie de la constance, car les animaux sont constants dans leur affection. Eh bien, il y a ce petit collier à grelots. L'autre chien dont la gravure fait tendance, c'est Inès, allégorie de la fidélité. Vous voyez, la princesse Palatine a eu des émules. Parmi ces émules, il y a Madame de Pompadour, œuvres qui sont présentées aussi dans l'exposition. Et puis, alors, ce qui est fascinant, là, je fais une toute petite digression pour Madame de Pompadour, c'est que Madame de Pompadour a elle-même gravé ses chiens d'après Boucher, d'après Oudry, d'après Boucher et d'après des pierres, des camées gravées par Gay. Pourquoi des camées? Pour être montées en bague, tout simplement. C'est-à-dire que Madame de Pompadour avait des bagues avec ses chiennes favorites. Vous voyez que là, on est encore dans cette passion des petits chiens qui va extraordinairement loin. Alors malheureusement, on n'a plus les bagues, on a les gravures, on n'a plus les bagues. Peut-être qu'elles existent, on serait ravis d'en retrouver une. Elle aurait sa place à Versailles, ça serait un élément fort de cette intimité entre les grandes figures versaillaises et l'animal. Et alors oui, je vous montrais ce portrait de Marie Zisca, qui est une grande défenseur des animaux aussi, où on voit un de ses chiens qui a aussi ce type de collier avec marqué « Non, je suis au roi, mais je suis à la reine ». Alors on revient sur le chien pour dire qu'elle a eu, on connaît le nom de ses chiens et on connaît la succession. Il y a eu d'abord Mion, on connaît le nom des chiens, et Mion a été très proche de la princesse. Elle est citée à de très nombreuses reprises dans sa correspondance, elle en parle en permanence. Elle raconte par exemple une anecdote où elle a fait cadeau à une châteautière d'un beau perroquet qui parle admirablement, et elle a voulu savoir ce qu'il sait dire, et l'a fait entrer dans sa chambre où il y avait ses chiens qui devinrent jaloux, et puis la princesse, et le perroquet, lui, ne faisait que répéter donne la patte au chien. Et les chiens étaient très décontenancés, et lorsque Mion
cette chienne favorite, sa première chienne favorite, a entendu cela. Elle cessa d'aboyer, regarda fixement d'abord le perroquet, puis moi, et je la cite, comme il continuait à parler, le perroquet, elle prit peur, elle se sauva et alla se cacher sous le sofa. Vous voyez, le perroquet l'a emporté sur Mion, et Mion demeura néanmoins la favorite de la princesse Palatine. Elle est morte quelques mois plus tard, en 1712, et la princesse a été inconsolable. Elle écrit je viens de perdre ma pauvre chienne que j'aimais le mieux de toutes, ma pauvre Mion. Elle est morte d'un abcès dans le corps ce matin à 9 heures. Tel est mon triste sort de toujours perdre ce que j'aime le mieux, car j'aurais donné tous mes chiens pour celle-là. La pauvre petite était plus attachée à moi que jamais et ne me quittait pas d'un pas. Toute mourante, elle se traînait après moi. Cela me fait une vraie peine. Je n'en veux plus parler. Vous voyez vraiment l'intimité que la princesse avait avec ses chiennes, et d'autres chiens ont remplacé Mion. Titi, qu'elle appelle le roi Titi, a ensuite eu sa préférence. Il sautait sur sa correspondance, donc dans toute une série de lettres, elle le cite car il fait faire des tâches, etc. Il déchire les lettres parfois. Il cite un exemple, voici Titi qui saute sur mon papier et me fait faire deux tâches, je demande humblement pardon, etc. Donc on voit la proximité qu'elle avait en permanence avec ses chiens. Et enfin, dernier chien qui l'accompagne jusqu'à sa mort, Reine Inconnue, dont elle parle ainsi, je la cite de nouveau, j'ai une chienne qui n'est ni grande ni petite, qui est une favorite déclarée. Elle n'est pas bien belle, mais elle a beaucoup d'esprit et elle est la plus fidèle bête qui soit au monde. Elle ne me quitte ni jour ni nuit. Nous sommes inséparables. Quand je vais chez le roi, je laisse mon écharpe dans le carrosse sur quoi elle se met et m'attend. Elle y fut hier que je fus au ballet du roi, 3 heures d'horloge. La joie fut grande de me revoir. Je l'appelle la reine inconnue. C'est la seule reine qu'il y ait en France présentement. Effectivement, il n'y a pas de reine de France à ce moment-là. Elle s'appelle inconnue car sa mère accoucha d'elle sans qu'on la sut grosse, et n'en connaît pas le père. Elle accoucha il y a 6 ans au mois de janvier dans un sac de peau d'ours où elle était fourrée sous mes pieds. Donc vous voyez, les chiens se succèdent et il y a cette proximité, cette intimité de la princesse avec les chiennes. Et on voit, sur tout ce que je vous ai déjà cité, ce trait de caractère qui ressort de la correspondance de la princesse, qui est son amour des animaux, mais de la vie, sous toutes ses formes, du monde terrestre. Elle aime le monde. Elle résume son sentiment d'une très belle formule, donc je la cite de nouveau. Je connais la vanité du monde, j'en sais la misère, je la sens et l'éprouve, mais n'étant que poudre moi-même, je ne puis avoir la perfection des anges, je ne puis m'empêcher d'être terrestre et d'aimer ce qui est sur terre. Je sais qu'il faut quitter tout cela, mais je ne puis sans peine quitter ce que j'aime. Vous voyez, cette sensibilité de la princesse, on comprend qu'elle touche les animaux, et ça a donné, là encore, quelques passages de lettres tellement touchants, notamment lorsque le chien du dauphin, le dauphin qui est mort en 1712, comment elle raconte ce qui a suivi la mort du dauphin. Donc je la cite: hier, le petit chien de monsieur le dauphin m'a fait pleurer. La pauvre bête vint à la tribune de la chapelle et s'est mise à chercher son maître à l'endroit où elle l'avait vu s'agenouiller la dernière fois. Elle regardait tout le monde d'un air triste, comme pour nous demander où était passé son maître. Cela m'a fait une véritable peine. Donc on voit vraiment cette attention au monde animal, et là je terminerai cette conférence avec ce qu'on examine, ce qu'on traite dans l'exposition, qui est une opposition en fait de Versailles à la vision cartésienne des animaux. Quelle est la vision cartésienne des animaux? Donc Descartes est le philosophe dominant en France au XVIIe siècle et encore au XVIIIe, et Descartes établit une séparation absolue entre l'homme et la bête. La bête, pour Descartes, n'est qu'une machine. C'est cette fameuse, ce qu'on appelle la théorie des animaux-machines. L'animal n'a ni intelligence,
ni sensibilité, ni émotion. C'est notre rouage d'horlogerie, c'est une sorte d'horloge infiniment subtile, créée par Dieu, mais néanmoins infiniment étrangère à l'homme, qu'on peut exploiter, qu'on peut traiter comme bon nous semble. Et cette vision cartésienne, évidemment, vous imaginez que la princesse s'y oppose. Elle va écrire notamment, là aussi, un passage assez amusant, l'opinion de Descartes, je la cite, donc, l'opinion de Descartes au sujet des rouages d'horlogerie m'a paru bien ridicule. Bien ridicule. Un jour, j'embarrassais fort un évêque qui partage tout à fait cette manière de voir. Il est jaloux de sa nature et je lui dis, quand vous êtes jaloux, êtes-vous machine ou homme? Car après vous, je ne connais rien de plus jaloux que mes chiens. Ainsi, je voudrais savoir si c'est un mouvement de la machine ou une passion de l'âme. Donc, elle renvoie ce personnage à sa jalousie qu'il partage avec les animaux et avec les chiens que la princesse connaît si bien. Alors, elle va, comment dire, être donc l'une des figures de cet anti-cartésianisme versaillais. On voit que je suis dans l'ombre. Vous me verrez un petit peu mieux avec un peu de lumière. C'est la dernière salle ou l'avant-dernière salle de l'exposition qu'on consacre à l'anticartésianisme versaillais. On a mis en scène ce squelette d'éléphant qui vient du muséum, qui est l'éléphante de Louis XIV, pour mettre en valeur le côté machine du squelette, mais sans aller aussi loin, évidemment, vous comprendrez que Descartes, c'est-à-dire il y a une machine dans le squelette, mais il y a évidemment, la princesse avait raison, des émotions, une intelligence. Il y a des grandes figures versaillaises qui se sont opposées à cette théorie des animaux-machines. Il y en a tellement, depuis Perrault au XVIIe siècle, qui dissèque les animaux et qui, Descartes disait, alors ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est notamment la glande pinéale, qui est un organe qui n'appartient qu'à l'homme et où se fait la jonction de l'esprit et de la matière. Ce qui fait que l'homme, évidemment, n'est pas une machine. Et donc, cette glande pinéale, selon Descartes, ne doit appartenir qu'à l'homme. Et lorsque Perrault dissèque des animaux, des lions notamment, les premiers lions qu'il dissèque, il découvre la glande pinéale chez le lion. Et il se fait un malin plaisir de montrer que Descartes raconte bien des bêtises. Une figure cartésienne, que Perrault, le frère de Charles Perrault, l'auteur des contes, et puis il y en a eu d'autres. Et je voulais mettre celle-ci en avant, voilà, la princesse Palatine en est une autre, Charles-Georges Leroy, qui est garde des chasses de Louis XVI, et qui lui observe ces animaux dans leur milieu naturel. Et dans les observant, vous voyez, dans leur quotidien, il comprend leur intelligence, leur capacité d'apprentissage, les ruses qu'ils déploient pour échapper aux chasseurs, et donc il écrit une série de lettres en faveur de l'intelligence, des lettres sur l'intelligence des animaux, et qui sont absolument anticartésiennes, et qui, eh bien, permettent de finalement arriver à bout, arriver à contredire et de manière convaincante la théorie cartésienne des animaux-machines. Et je termine là-dessus, ce que la dernière section de l'exposition montre, c'est-à-dire les artistes même par instinct, les artistes par instinct sont anticartésiens, et nous montrons deux tableaux d'Oudry dans la perspective de cette salle anticartésienne, avec la Lys, qui était un tableau, la Lys avec ses petits. Donc cette chienne qui a des chiots nouveau-nés, qui entend un bruit, qui est inquiète. Et regardez son expression. C'est une expression humaine, une expression d'inquiétude maternelle qui répond à, regardez là, je vais un petit peu moins loin, vous voyez, à la théorie de l'expression des passions de Lebrun. Lebrun théorise l'expression humaine et Oudry transpose cette expression humaine dans le domaine animal. Et donc les artistes ont bien compris qu'il n'y a pas de fossé, il n'y a pas de mur entre l'homme et l'animal, il y a une communauté et c'est ainsi qu'il peigne, leur chef-d'œuvre pour Oudry, la vie pour la Lys et la mort. On a voulu mettre cette image tragique de la chevrette au bout de la chasse. Qu'est-ce qui se passe au bout de la chasse? L'animal est atteint et il y a la mort qui se joue là avec l'expression de la chevrette. Regardez cette expression, il y a toute la profondeur, l'horreur, l'effroi de la mort qu'elle comprend, qui est là, qui est imminente, et puis la folie du chien avec ses yeux exorbités, qui est dans le meurtre,
hein. Donc, ces émotions, qui sont aussi des émotions humaines, Oudry les exprime à merveille, et en cela, il est dans la continuité, je dirais, de la princesse Palatine. Et voilà, donc je terminerai là-dessus en vous invitant de nouveau à vous passionner pour cette grande figure versaillaise qu'est la princesse Palatine, et donc à cet ouvrage 2012 qui lui est dédié.